Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Eh bien, nous nous réunissons en l'honneur d'une rencontre avec Souad Labiz que voici. Nous sommes des étudiantes et des étudiants de la licence de création littéraire et nous avons travaillé à l'organisation de cette rencontre tout au long du semestre avec l'accompagnement de nos enseignantes Elvina Lepoul et Mounira Chati. Donc tout au long du semestre, nous avons lu les œuvres de Souad Labiz, réfléchi, parlé, bougé, écouté, écrit des poèmes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour échanger. La rencontre durera 2 heures. Et même si nous avons préparé des questions pour Souad Labiz, n'hésitez pas à en poser. Donc ce seront Samuel et Marois, qui est juste là, qui s'occuperont du micro qui circulera dans la salle. Et nous avons Mathieu qui gérera le temps des questions et de toute la rencontre en fait. On peut également remercier Nafila et Salomé pour toute la coordination au long du semestre. Et je vais à présent laisser la place à nos enseignantes pour un petit mot. Merci beaucoup d'être là. Alors, cette rencontre, elle a vraiment été possible grâce au soutien de la bibliothèque universitaire. Et donc, on adresse des remerciements chaleureux à Catherine Dufour qui a assuré le suivi de cet événement pour nous. Cette rencontre a aussi le soutien de l'association Cyclim, présidée par ma collègue Mounira Chati. Elle a aussi le soutien de notre équipe de recherche Fablit. Et j'adresse aussi un remerciement chaleureux à Nathalie Méziane qui nous a aidés sur un plan matériel qui est assez important. Merci à Ferrouja qui n'est pas là, je crois, mais qui est à l'initiative des rencontres littéraires francophones. Et puis voilà, moi je voudrais dire de mon côté un grand merci à ma collègue Mounira, avec qui c'était un plaisir de travailler, de collaborer. Et puis à tous les étudiants qui ont pensé préparer cette rencontre. Merci pour votre confiance, votre intelligence. C'était un plaisir de faire ça avec vous. Et donc, je te cède la parole. Merci beaucoup, merci Elvina. Bonjour à toutes et à tous. Bravo, vraiment, je vous félicite de cette rencontre, qui vous êtes nombreuses et nombreux. Voilà, moi, je voudrais te remercier, Elvina, d'avoir proposé Souad Labiz au programme de ces rencontres francophones. Voilà, je ne vais pas reprendre la liste des remerciements. Effectivement, la Cyclim, c'est une association, en fait, coordination des littératures sur le Maghreb, et c'est une association qui a été fondée il y a une vingtaine d'années, et l'objectif consiste vraiment à soutenir toutes les initiatives et toutes les actions scientifiques qui concernent notamment les littératures du Maghreb. Donc voilà, l'invitation d'écrivains et d'écrivaines du Maghreb est une priorité donc de cette association, et qui va continuer à soutenir évidemment ça pour les futures rencontres. Un grand merci à toi, Souad. Je suis ravie et émue de te rencontrer et de te lire et de t'entendre. Voilà, c'est tout. Je ne serai pas longue. Et un grand merci à vous, et encore vraiment toutes mes félicitations pour tout ce déroulé qui nous annonce une magnifique rencontre. Merci. Merci, mille merci, avec toute mon affection, parce que moi je fonctionne énormément avec l'affection et avec l'émotion. Merci à toutes les énergies qui ont été versées dans cette invitation de bon matin. Je sais que c'est compliqué, surtout que l'hiver joue au replay. Voilà, merci d'être là si tôt, avec toutes ces énergies que je vois qui me touchent profondément et qui me renvoient aux années 80 où j'ai été à votre place, mais dans une autre université, dans un autre pays, à Alger Centre. Merci beaucoup d'avoir fait tout ce que vous faites. Merci à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à toutes. Avant de commencer notre rencontre, nous allons faire une courte présentation de Madame Souad Labiz que nous avons rédigée avec ma camarade Coraline. Je vais donc commencer par quelques citations. « Non, je pense à toi, je ne suis pas le sujet de la phrase. C'est comme si je décrivais des mains que j'aimais, épluchant une montagne de gingembre pour faire une boisson. Comme garder la chair après avoir épluché tout ça. » Désolée. Comment garder la chair après avoir épluché tout ça? Ces images sont dans ma tête et me disent « écris là-dessus » et je les vois de manière poétique. Souad Labiz est une autrice qui a de nombreuses cordes à son arc. En effet, elle est non seulement autrice, mais aussi poète, romancière, traductrice, enseignante et anthologiste d'expression française.
Elle a étudié le français à l'université d'Alger, mais également à celle d'Aix en province. Ses œuvres sont imprégnées de ses voyages et expériences. En effet, originaire d'Alger, elle a vécu également en Allemagne et à Tunis avant de s'établir définitivement dans notre ville rose française. Très sensible à la question de l'égalité entre hommes et femmes, elle représente ces femmes qui s'exilent pour s'éloigner du patriarcat, mais également sa liberté de vivre où bon lui semble. Au sein de ses écrits, elle porte la parole à toutes ces femmes et dénonce les violences physiques et psychologiques qu'elles subissent. Souad Labis fait partie de celles qui ont su mettre des mots là où beaucoup n'y arrivent pas. Au travers de ses œuvres, Souad Labis nous a fait part de son expérience. Elle nous donne un bout d'elle au sein de ses écrits. Avec son livre, le plus emblématique, Enjamber la flaque où se reflète l'enfer, l'autrice témoigne pour elle, mais également pour toutes les victimes d'agressions sexuelles. Publié en 2019 en France et en Algérie, lors d'une interview sur ce livre, Souad Labis expliquera « Je ne suis pas capable d'en parler, je ne suis capable que de l'écrire. Je ne peux pas vocaliser ce traumatisme-là. » Ces recueils de poésie sont également publiés dans ce même objectif, celui de donner la parole là où elle n'est pas toujours accordée. De plus, une poignée de ses œuvres a été traduite dans plusieurs langues telles que l'italien, l'arabe ou encore l'espagnol. Souad Labis incarne à merveille les auteurs qui souhaitent franchir la barrière de la langue et offrir ses écrits à un plus large public. Elle possède un style d'écriture remarquablement cinématographique. Ses scènes sont saisissantes, comme si nous regardions un film se dérouler sous nos yeux. Ses écrits ne sont pas seulement destinés à être lus, mais aussi à être médités, à nous amener à réfléchir sur les défis de la vie et à trouver la lumière même au cœur de l'obscurité. Bien souvent, les thèmes qu'elle aborde sont d'une grande importance, mais c'est à travers ces thèmes qu'elle partage avec nous sa vision profonde du monde. Elle perçoit l'art dans tout ce qu'elle entreprend, transformant chaque action quotidienne en une métaphore poétique. Pour finir, Souad Labis a été récompensée par le prix de la poésie méditerranéenne en 2020 pour son œuvre « Je franchis les barbelés ». Cette œuvre met en lumière les différents types de violences présentes dans le monde, que ce soit sur le plan social, politique ou individuel. De nombreux sujets importants sont abordés dans cette œuvre. Son écriture donne une voix aux douleurs souvent ignorées ou négligées dans notre existence. Merci de votre attention. Bonjour Souad Labis. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous parmi nous. Nous sommes très honorés. Alors ma question elle s'intitulera autour de votre vécu en Algérie, c'est-à-dire est-ce que les séquelles vécues en Algérie ont été une source de motivation à votre envie d'écrire? Pourquoi écrivez-vous et depuis quand? D'autre part, lorsque je fais allusion à l'Algérie, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours d'écrivaine et des moments clés qui ont influencé votre travail? J'entends là donc la période du mouvement féministe contestataire en Algérie, avec Khalida Toumi, où je me poserai aussi la question de est-ce que vous avez fait partie des marches contre l'islamisme radical aux années 90, à partir du moment où ça a commencé à tourner mal. Merci. D'accord, merci. Est-ce qu'à ton avis, on peut résumer toutes ces questions en une seule question? Oui, évidemment. Ce serait carrément, est-ce que les séquelles vécues en Algérie ont été une source de motivation? D'accord. Avec les événements, évidemment. Alors, je ferai attention au mot, parce que c'est un mot très épineux en France, Algérie. Donc je dirais plutôt que c'est les séquelles de l'enfance, parce que ça c'est plus universel. Sinon, par exemple, pour une personne qui ne connaît pas l'Algérie, on pourrait croire que c'est un pays absolument affreux de A à Z, qui ne connaît que ça. Donc cette question, par exemple, on ne la poserait pas de la même façon si cette histoire s'était passée en France. On ne dirait pas... Par exemple, je ne vous critique pas, c'est pas ça, mais c'est parce qu'on est dans des moules de réflexion et de comment on imagine les choses. On ne va pas poser la question, par exemple, dire est-ce que... c'était quoi ta question? Tu as dit... Le contexte dans lequel a évolué votre écriture. D'accord, mais la formulation, c'était les séquelles de l'Algérie. Vécues en Algérie. Mais cette histoire, on ne poserait pas ce genre de questions à un auteur ou une autrice qui vient, par exemple, d'un pays qu'on imagine moins violent envers les femmes. Alors que nous vivons dans des patriarcats magnifiques dans le monde entier. Je ne sais pas si vous connaissez des sociétés où ça se passe légèrement différemment.
Bien sûr, c'est à plusieurs mois. Ça dépend, on ne peut pas tout comparer. Mais donc je fais attention à ne pas dire parce que c'est l'Algérie, mais je dirais plutôt que c'est les séquelles de l'enfance. Merci. Je ne sais pas si ma réponse n'est pas claire, vous pouvez me poser des questions parce qu'on peut partir déjà, ça c'est déjà un chantier. C'est un chantier parce que nous sommes à l'université en France, avec vous, qui peut-être ne venez de géographie et d'histoire géographique très différentes et très variées, et qui est, j'espère, la France de demain. Donc, ce genre de questions, voilà, l'Algérie, par exemple, c'est un chantier énorme en France. On n'est pas sorti de ce chantier. Donc, je fais très attention à ce que je dis par rapport à ça. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir comment vos conditions de vie jouent ou ont joué sur vos rapports à l'écriture et à la publication. Alors, les conditions de vie sont celles d'une femme qui, à l'âge de... qui avait déjà migré, qui avait déjà quitté son pays d'origine, qui se trouve être ma ville natale, Alger, où j'avais fait des études universitaires comme vous, de lettres. Je ne sais pas si vous faites tous lettres. En tout cas, des études de ce qu'on appelait à l'époque, on ne l'appelait pas maîtrise ou master, on l'appelait licence. C'était une licence en 4 ans. Et j'étais censée enseigner, sauf que je n'ai pas fait que enseigner. J'ai très peu enseigné à Alger. J'ai plutôt travaillé dans l'univers de l'édition. À l'époque, ce n'était pas encore comme maintenant indépendant et ça, tout était appartenait à l'État. À l'époque, c'était encore un peu les couleurs du socialisme dans les années 80, au début des années 90. Donc après ça, il y a eu quelques départs et quelques retours en Algérie, suivi d'une un peu plus qu'une décennie en Tunisie, qui n'est pas un pays très différent de l'Algérie, mais les conditions de l'écriture, peut-être qu'elles ont fleuri à partir du moment où je suis arrivée en Europe. Donc, de m'installer dans une société occidentale, à l'âge que j'avais, c'est-à-dire à 38 ans passés, de reprendre des études, de me retrouver dans une précarité absolue, toutes les précarités affectives, mentales, c'est très compliqué. Peut-être que certains et certaines d'entre vous le savent, d'arriver d'un autre pays et s'installer en France. Donc c'est plutôt la précarité mentale aussi, de me retrouver dans l'insécurité qui a fait que petit à petit j'en sois arrivée à l'écriture. Mais l'écriture n'est pas suffisante parce que peut-être que tout le monde écrit, ou beaucoup de gens écrivent, mais le plus important que l'écriture, c'est la publication. Et ça a été quelque chose de décisif. C'était écrire en prévision de la publication et de sortir en fait de l'anonymat, quoi. Bonjour Madame Souad Lazib, bonjour à tous et à tous. Bonjour. Ma question est, votre œuvre se déploie selon une pluralité de genres, poésie, récits, etc. Quel rapport entretenez-vous avec ceci? Et comment votre choix se porte-t-il sur l'un ou l'autre de ces genres? Alors actuellement, maintenant que ça fait un peu plus d'une décennie que je publie, je ne m'occupe pas de me poser la question est-ce que j'écris dans un genre ou est-ce que je dois écrire dans un genre. J'essaye de me débarrasser de ça. J'essaye de m'affranchir de ça. Même si c'est compliqué avec l'univers éditorial, de trouver donc une structure qui puisse me suivre sans me dire mais ça c'est un ovni. Je vais vous raconter une histoire. Je vois que certains d'entre vous ont travaillé sur... Pourriez-vous le passer, s'il vous plaît? Excusez-moi de vous déranger. Merci. Sur Glisser nu sur la rampe du temps. Alors, ce recueil de textes, moi je parle souvent de textes. Ce recueil d'histoires, de textes,
ce sont les éditrices qui sont venues me voir. Les éditrices sont à Toulouse, donc ma ville où j'habite actuellement. Et elles m'ont dit qu'elles aimeraient beaucoup travailler avec moi si ça m'intéressait. J'avais des choses qui reposaient, qui sommellaient dans mes archives, enfin, dans mes écrits non inédits. Et je leur ai dit, d'accord, pourquoi pas plusieurs histoires. Donc à l'époque, j'avais parlé de nouvelles. Et elles m'ont dit, ah oui, c'est parce que je leur parle des nouvelles en question. Elles me disent, ah oui, c'est super, ça rentre complètement, parce que la maison d'édition, sa ligne de conduite, c'est le féminisme, anti-colonialité, et cuir, etc. Donc, elle me dit, ça rentre complètement, c'est très beau, etc. Mais le diffuseur, c'est très important, les diffuseurs, parce que c'est les diffuseurs et les distributeurs qui, eux, vendent. Parce que ça, c'est un objet, ça devient un objet quand vous le donnez à publier. Cet objet, il faut pouvoir le vendre. Et donc, au moment où le diffuseur va voir les librairies dans toute la France, ou leur passe un coup de fil pour leur dire « j'ai telle autrice, tel auteur, tel livre, etc. », on doit leur dire le genre. Et si vous parlez de nouvelles, on n'est pas très friand des nouvelles. Donc il y a eu des recherches, peut-être que vous êtes au courant. Il paraît qu'en France, le lectorat n'aime pas les nouvelles. On préfère le roman parce qu'on veut s'attacher et on veut rester un moment, comme dans les sagas, comme dans les séries, on veut continuer un bon moment, d'être avec les mêmes personnages. Avec les nouvelles, on est avec des personnages trop peu de temps et on veut s'y attacher, mais on n'a pas le temps de le faire. Et moi, je leur dis, mais de manière comme je vous parle, là, je n'avais pas réfléchi, je leur dis, c'est ça le problème? Vous leur dites que, voilà, j'ai trouvé, on va appeler ça récit en fragments, récit au singulier. C'est passé. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui disent, quand ils écrivent, vous en parlent, qui parlent de nouvelles. Et voilà, hop, on a squeezé nouvelles et on l'a présenté comme... Parce qu'effectivement, moi, quand je réfléchis à l'ensemble, à ce recueil, toutes ces histoires, c'est comme si c'était, pour moi, je l'imaginais comme une structure cinématographique où il y aurait, donc un film, on va dire, où il y aurait les mêmes personnages femmes qu'on verrait jouer les différents rôles de toutes ces histoires. Parce que je suis toujours... Il y a un fil, au moins un fil conducteur dans ces histoires-là. Ce sont des femmes qui luttent et qui ne se laissent pas faire dans des situations très complexes et très difficiles. Mais elles trouvent... C'est-à-dire, elles sont dans l'histoire, c'est maintenant, ça m'arrive maintenant, j'ai pas le temps de réfléchir, boum, il faut faire quelque chose. Je fuis, je dis non, je laisse pas mon fils partir à la guerre, etc. Sauf la dernière histoire qui va raconter toutes les autres histoires. Hein, si tout le monde a lu, si vous avez tous lu ce recueil. C'était quoi la question? Qui c'est qui m'avait posé la question? C'était les genres. Hein. C'était le genre, voilà. Donc, moi, personnellement, j'aimerais écrire de la poésie. C'est-à-dire, c'est pas écrire de la poésie, parce que ça n'a pas de sens pour moi, mais j'aimerais que ce que j'écris soit dans les images littéraires qui se forment dans ma tête. Comment je vous vois, là, quand je vous vois, voilà, en images poétiques. C'est ça qui m'intéresse, c'est le travail sur la langue, plus que ce que je veux raconter. Plus le signifiant que le signifié. C'est ça qui m'intéresse. Mais pas pour lui donner un nom et une case, et on va dire Souad Labis, féministe, venant d'Algérie, c'est insupportable, parce que c'est comme si je ne pouvais plus sortir de ça. J'ai envie de sortir, qu'il n'y ait pas tous ces casiers et qu'on puisse circuler d'un endroit à l'autre. Merci pour vos réponses à ces questions qui servaient un petit peu à cerner votre œuvre, comprendre votre cheminement de pensée, etc.
Maintenant, on va passer à des questions qui portent plus sur votre écriture de l'histoire, qui, contrairement à beaucoup d'écritures de l'histoire faites par des auteurs de tous les pays, de tous les continents, est très non solennelle, se débarrasse de ce côté très solennel et pompeux que peuvent avoir les écritures de l'histoire. Bonjour, du coup. Bonjour. Dans Glycémie sur la rampe du temps, vous inscrivez donc des événements fictifs dans des contextes historiques. Par exemple, dans Blanche, il me semble, l'un des récits, l'action se déroule dans un hameau à l'est de la région de Chichel, en 1942. Une jeune mère cherche à échapper à l'emprise familiale, tandis que les Anglais bombardent les positions allemandes. Et donc la question était, comment fabriquez-vous un tel récit ? Quels éléments de l'histoire utilisez-vous ? Quel rapport entretenez-vous à l'histoire et à sa transmission ? Est-il question de la corriger, de la réparer ou non ? Eh ben, je vais vous raconter. Est-ce que tout le monde a lu Blanche, le premier récit dans Glycémie ? Alors, d'où vient Blanche ? D'où vient ce récit ? Quand j'étais petite fille, mes voisins au-dessus étaient une famille où la mère ne sortait jamais de la maison. Bien sûr, j'étais enfant, elle me semblait vieille. Et cette femme avait 4 enfants. Et les 3 sur 4 avaient quitté la maison puisqu'ils faisaient leur vie, ils étaient mariés, etc. Père ou mère de famille. À l'exception de la dernière fille qui avait 2 ou 3 ans de plus que moi, qui me semble est née soit à l'année de l'indépendance ou 1 an ou 2 avant l'indépendance. Et pendant qu'on jouait, et sa mère était pas loin, cet enfant me dit « Sourate, tu sais, quand j'étais petite fille, quand je suis née, ma mère a essayé de me noyer. » Je ne sais pas si vous imaginez ce que dans la tête d'un enfant qui entend ces récits comme ça en jouant. Et elle riait en me racontant ça, et sa mère riait aussi. Et moi, alors, je pose des questions, je ne comprenais pas. Et elle me dit, et sa mère m'explique comme ça, en des mots, c'est quelque chose de très simple. Voilà, il n'y a pas d'idéologie. Elle me dit, c'était mon 4e enfant. J'étais en Kabylie, la montagne, la pauvreté, la misère, la colonisation, et chaque enfant signifie une bouche à nourrir. Mais il n'y a pas que ça, c'est qu'en fait elle s'attendait, tant qu'à faire, si j'ai un enfant, autant que ce soit un garçon, puisque je n'ai eu qu'un garçon pour l'instant. Donc on veut bien accepter la misère, etc., mais pourvu que ce soit un garçon. Pas pourvu, mais il faut que ce soit un garçon. C'était une fille. Donc c'était compliqué pour elle, et elle décide d'aller à la rivière pour la noyer. Et je ne connais pas les détails, elle ne me les a pas racontés, et moi ça m'est resté. Et quand j'ai décidé de commencer par... ce texte était le début éventuellement d'un texte beaucoup plus lent, et je voulais raconter quelque chose qui se soit passé en 1942, année de naissance de ma mère, en Algérie. Ma mère, comme beaucoup d'Algériens, a connu la faim, la pauvreté. Ça a été très compliqué pour beaucoup de gens. Surtout à cette époque-là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce qui se passe, c'est que je cherche une date de l'année 42 en Algérie, et je tombe sur des blogs tenus par des pieds noirs. Tout le monde sait ce que c'est, pieds noirs. Donc les pieds noirs sont les Européens arrivés en Algérie et qui ont colonisé l'Algérie. Donc il y avait des blogs de pieds noirs qui parlaient tous de la même date. C'est une date où l'aviation britannique était venue sauver, aider ses alliés français, l'allié français. Donc moi, je voyais l'image.
c'est il y a l'Allemand, il y a le Britannique avec son avion et ses bombes. Et il vient pour bombarder les positions allemandes qui étaient arrivées depuis quelques mois en Afrique du Nord. Pourquoi les Allemands sont arrivés en Afrique du Nord? Parce que les Allemands occupaient une partie de la France et, tiens, ils ont quelque chose de l'autre côté, on va aussi les occuper. On va occuper partout où c'est possible. Donc ils sont arrivés, ils ont occupé l'Afrique du Nord, à ce moment-là, qui était sous la main française, du grand empire français colonial. Et donc moi, je voyais le Britannique qui bombardait l'Allemand, l'Allemand qui était venu mettre main basse sur les colonies qui appartenaient à la France qui était là depuis 1830, c'est beaucoup, 1830 c'est 120 ans déjà, enfin 110 ans à peu près. Et moi je voyais toutes ces strates de toutes ces violences que je ne voyais pas dans les blogs qui parlaient de cette date, je crois que c'était le 17 novembre ou 11 novembre, je ne sais plus, 17 novembre peut-être 42, qui parlait de ce qui est arrivé au Pied Noir. Mais à aucun endroit, si quelqu'un qui ne sait pas, qui n'est pas algérien, lit ces blogs, on n'imagine pas qu'il y avait des Algériens dans tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé aux Algériens? Est-ce que quelqu'un a raconté cette histoire d'un point de vue algérien, de ces gens, de ce qu'ils ont, eux, subi à ce moment-là, pendant le bombardement? Donc, ils racontaient, et tout ce que vous avez dans les noms, c'est-à-dire les deux femmes, leurs prénoms, c'est les vrais prénoms de mes voisines. Les noms à la fin européens, de dire le photographe, le boulanger, tout ça, j'ai tout pris tel quel, puisque tous les blogs donnaient les mêmes noms, de qui est mort et qui a subi des dégâts dans la maison, a été écrasé, etc., par les bombes. Et ce qui m'intéressait dans tout ça, c'était la victime des victimes des victimes, c'est la dernière, c'est la petite fille qui vient de naître. Et, manque de chance, elle est née en même temps, elle a un jumeau. Quand il n'y a pas assez de lait, eh ben, à qui on donne le lait? Devinez. Voilà. Donc c'était ça l'idée. Donc je transpose l'histoire, ce qui s'est réellement passé en 1962, mais pas de cette façon-là, mais j'en fais une histoire de lutte féministe, c'est-à-dire la jeune fille qui est la bru et qui se trouve être aussi la nièce de cette femme, parce que ça, je connaissais, moi, des histoires à Alger, même à Alger, en pleine capitale, d'histoires terribles, très dures, de la mainmise des belles-mères dans la structure familiale où on vivait encore, pour beaucoup de familles, on vivait encore dans la famille élargie. Donc on vit chez les parents du garçon et la mère a plein pouvoir. Et donc elle a plein pouvoir sur la bru, la nouvelle femme qui est arrivée. Voilà. Je voulais parler de toutes ces strates et de toutes ces violences. Mais dans tout ça, l'utopie arrive. C'est mon utopie que je propose. C'est que la fille va, à la dernière minute, à la dernière seconde, elle choisit de ne pas obéir à sa tante qui se trouve être sa belle-mère. En l'absence des hommes, tout ça se passe en l'absence des hommes. Mais aussi dans cet espace où on ne les a pas décrits, d'autres, peut-être que d'autres les ont décrits, j'espère, mais ils n'ont pas été décrits. Donc moi, je voulais montrer ce qui pouvait se passer à ce moment-là. Mais avec une idée de... Moi, je ne veux pas écrire de dystopie. Je trouve que la vie est dystopique. Autour de nous, actuellement, on est dans une dystopie des plus affreuses. On apprend tous les jours de combien le génocide est en train d'augmenter. C'est quelque chose de normal. Donc moi, je me dis, moi, je n'ai pas besoin de parler de ça, parce que moi, j'ai besoin de donner des possibilités d'utopie. Comment on peut écrire de l'utopie parce que je me dis que des jeunes comme vous, ou des plus jeunes, ou après vous, ou des plus jeunes que vous, peuvent lire ça et se dire tiens, c'est une idée. Je peux dire non à ma belle-mère, je peux dire non, je peux partir de chez moi si je ne m'entends plus avec mon conjoint, etc.
Bonjour, Swad la Bise. Je voulais, question improvisée, mais je voulais rebondir sur un thème que vous venez d'aborder. Thème féministe, le patriarcat. Très souvent, on voit les hommes assumer et appliquer, enforcer cette chape de plomb. Et ce qui m'a marqué dans vos œuvres, c'est que ce sont souvent des femmes qui relayent ça. Que ce soit votre mère dans Jean Bélaflaque qui reflète l'enfer, la belle-mère dans Blanche, par exemple. Est-ce que, du coup, vous pensez que les femmes ont une vraie responsabilité aussi dans l'imposition ou l'exécution de ce patriarcat? Je pense que toute la société est responsable. Je pense que toute la société est responsable, profondément. Mais si les femmes se retrouvent à faire ça, c'est parce que aussi elles n'ont pas le choix. Il me semble, hein. Ça pourrait faire dresser les cheveux des amies copines féministes, mais c'est parce que aussi elles n'ont pas le choix et qu'elles sont un outil. Des fois, voilà. Il faudrait réfléchir à tout refaire, à tout que chacun prenne. Mais c'est parce que les femmes sont écrasées et que certaines d'entre elles deviennent. Dans les années 70, les féministes en France disaient que les femmes ou les mères étaient les comment on appelait, les alliés objectifs justement du patriarcat. Mais techniquement, si je raconte de cette façon-là, c'est parce que quelque part, j'ai pas grand-chose à dire au ou sur les hommes. Parce qu'il me semble connaître mieux les femmes de la société. C'est vrai que je raconte des choses qui se passent dans la société que je connais le mieux, société du Maghreb. Mais moi, il me semble que je ne sais pas grand-chose sur les hommes. Que les liens apparents, le premier cercle autour de moi est des femmes, ce sont des femmes. Mais les hommes sont là, beaucoup plus importants. Ce sont des ombres effrayantes. Souvent, c'est pas, bien sûr, je sais que c'est pas que comme ça, mais c'est quand même le pouvoir, ce sont les hommes qui l'ont. J'ai aussi une question pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est que tout à l'heure, vous avez dit que vous préfériez, que vous écriviez plus pour vous pencher sur le signifiant que sur le signifié. Et pourtant, au cours des derniers échanges que nous venons d'avoir, on voit quand même que la signification de vos récits est très forte et que c'est quand même, malgré tout, très engagé. Et quel rapport avez-vous avec cela, malgré le fait que vous disiez écrire surtout pour la poésie, pour la forme du texte, en fait? Alors, le mot engagement, ici, moi, il m'intéresse. Ce qui m'intéresse le plus, c'est comment, même si on dit que c'est arbitraire, le lien entre le signifié et le signifiant, mais moi, c'est d'en faire pas un arbitraire. C'est comment, moi, je vais intervenir pour faire le lien entre la forme et le fond. Et la forme, c'est la forme qui motive mon envie d'écrire. C'est pas parce que j'ai des choses à raconter. C'est ce qui me motive, c'est les phrases qui me viennent et je comprends pas pourquoi elles me viennent, comment elles me viennent. Donc je les mets à l'épreuve en les écrivant de telle et telle façon. Si vous avez lu Enfiler la chemise de l'aïeul, le recueil de poésie qui a été traduit aussi en arabe, Enfiler la chemise de l'aïeul, ce sont des textes courts, assez courts, qui me sont venus au moment, c'était pendant une période de deuil. C'était le deuil de ma mère. Et c'était pas pour raconter une... Je me suis dit, comment je peux faire, moi, encore là, pour avoir comme un peu ce qu'on appelle... je vais pas retenir ce mot, hein, mais cette appellation, la littérature action. C'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est comment, moi, je vais pouvoir mettre en mots une relation pas du tout
harmonieuse et pas du tout heureuse, et qui n'a pas laissé pour moi des traces sur mon affect très, très chouette, comment je peux en faire un sujet plus large? Comment est-ce que je voudrais parler de la relation des lignées de femmes? Parce que c'est ce que je connais le mieux, et c'est ce que je vois le mieux, le plus, c'est ce qui me frappe, il me semble le plus évident, c'est les liens entre femmes dans une même famille, et de voir comment les choses peuvent des fois se reproduire à l'infini, de la grand-mère à sa fille, puis à la petite-fille, etc. C'est le legs, et comment moi j'essaye de verser dans l'universel, c'est-à-dire ce que nous pouvons tous partager d'un point de vue mental ou affectif. Je ne sais pas si je réponds à votre question. À moitié après, j'ai quand même l'impression que vous repartez de la signification à vous entendre, j'ai l'impression que vous cherchez à écrire cette histoire. Mais de ce que je comprends quand même, c'est d'abord les phrases qui vous viennent. Du coup, c'est un peu emmêlé dans mon esprit, mais ça répond à moitié. C'est-à-dire que ce qui motive l'écriture, c'est la forme. C'est vraiment de comment je vais... Et du coup, c'est presque secondaire, ce que j'ai envie de raconter. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais trouver comme... Et ça se fait bien sûr parce que voilà, il y a tout ce qui est inconscient qui nous échappe, l'inconscient là qui va me remettre là où peut-être où j'ai pas nécessairement envie d'être, et de me retrouver en fait à raconter encore ou plus loin, ou raconter l'avant ou l'après, ou j'ai l'impression que je raconte la même chose, hein. Moi d'un bout à l'autre je raconte la même chose, c'est l'impression que j'ai. Qu'il y a probablement une cohérence. Je n'ai pas commencé à parler des mineurs dans la région de Lille. Ça ne me viendrait pas à l'esprit. Ok. C'est plus clair. Du coup, j'avais une autre question. Là, je vais me pencher plutôt sur la nouvelle jaune, toujours dans le recueil Glisser nu sur la rampe du temps. Donc, j'ai remarqué en particulier dans cette nouvelle un style d'écriture qui est très singulier. Vous n'employez pratiquement que des phrases brèves, voire nominales, telles que, je cite, « des épaves de voitures brûlées ». C'est une phrase entière. Et quand vous écrivez de longues phrases, les différentes propositions qui la composent sont grammaticalement indépendantes. Elles sont juxtaposées. Par exemple, « le chauffeur clandestin s'est assoupi quelques secondes ». Nos cris l'ont alerté, il s'est ressaisi. Dans certaines phrases, on se retrouve ainsi avec 3 sujets différents successivement. Le jour pointe, je n'aime pas l'hiver et ses brumes, des vapeurs s'élèvent des champs le long de la route. Et est-ce que vous sauriez nous dire de quelle manière vous est venu ce style si singulier, et qu'est-ce que signifient pour vous les phrases brèves et nominales par rapport aux longues phrases remplies de juxtapositions, et à quel moment vous faites le choix de faire des longues phrases ou des brèves phrases, des phrases brèves? Peut-être parce que je n'ai pas le goût des longues phrases, ni de les lire, ni de les supporter, ni... Il y a des littératures que je trouve insupportables quand c'est trop long. On se demande quand est-ce que le point va venir nous sauver de la phrase, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, chercher le point. Peut-être aussi parce que quand je faisais mes études, comme vous, on avait un cours, c'était cours texte et histoire, je ne sais plus, avec Christian Cholet-Achour, qui a beaucoup travaillé sur Camus, pas par admiration, pas du tout, et qui a beaucoup travaillé sur l'étranger. Et elle racontait que lors de sa première publication, il avait un peu rendu hommage à son instituteur. Et selon elle, dans son analyse, c'est que Camus essayait de rentrer dans le moule le moule, je ne sais pas si c'est le moule, mais
d'essayer d'éviter de faire des erreurs en faisant des phrases courtes. Et j'avais retenu ça. Des erreurs impardonnables par les lecteurs franco-français. Les autres, des fois, ils sont plus cool, parce qu'ils parlent d'autres langues, ils comprennent qu'on puisse l'écrire comme ça. Mais voilà, je ne suis pas toujours à l'aise avec la concordance des temps. Je déteste ça. Donc, mais aussi, je pense que c'est par goût, hein, parce que ma poésie ressemble à ça. C'est des images, un peu peut-être des images où c'est comme si c'était des photos qui étaient prises. C'est pas la peine d'en dire trop. Il faut laisser, pour moi, il faut laisser aussi une part au lecteur pour qu'il rentre pour que il ait aussi sa propre imagination pour l'accompagner dans ce que je raconte. Je ne veux pas verrouiller les portes de lecture. Pour moi, il faut laisser l'espace à celle ou celui qui me lit pour pouvoir entrer dans le récit comme bon lui semble. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Là, on va faire une petite pause par rapport aux questions. Il est de coutume dans les cours de rencontres littéraires francophones et donc les rencontres que l'on fait à la fin de proposer un cadeau à notre invité. Cette fois-ci, le cadeau se fait sous une forme de performance dont du coup on va faire la première partie maintenant. Il y aura une deuxième partie à la fin. Donc voilà, si le groupe cadeau veut bien se mettre en place. Juste pour cadrer le sens, on a chacun écrit un petit texte, on a choisi une musique et des accords pour l'accompagner, et on a choisi une chanson, vous connaissez peut-être, Allô Maman Bobo, vieille chanson française, Alain Souchon, parce qu'on s'est dit que dans un monde presque idéal, aucun récit balbutiant ne devrait buter sur l'écho d'aucune voix. Pouvoir des mots maternels sur mon intimité et ma pudeur. Chiasme en paix, en dissonance, comme papa en carence. Mon extérieur, le marginal, le mantra. Papa, enfin, le chiasme qui englobe maman. Ce M de dissonance au centre. Et cette maman qui me parle en son ventre. Celle qui me semble bien loin de l'antre. En solitude de silence et grenade engorgienne, je pousse le chiasme générationnel. Paix comme patriarcat. Dans la pénombre pesante, leur puissance perdure, préservant la présence prédominante, palpable et pourtant perdue dans les plis du pouvoir. Paysage prévaut une apparition perverse, précieuse pour certains et perpétuant par sa passivité pour d'autres. Prenant place, paraissant paisible, mais pourtant prompte à promouvoir les privilèges, plaçant les plus puissants au pinacle de l'oppression, prolongeant ainsi ce piège persistant. F comme fleur d'âme. Désemparé par mon absence, mon cœur siffle à haute voix. Je ne vois que toi. J'entends le vent, emporter toutes les couleurs de vie, mais je le nie. Je me sens en sécurité. Accompagnée de mes pensées, je ne suis pas effrayée par les promesses abandonnées. T, comme le temps que je t'ai donné, tu l'as laissé et je me suis débrouillée. C'est douloureux d'endurer la haine de cette scène.
T'es dur. Alors, V comme voix, V comme vie, vaincre, esquiver la violence viscérale, l'évanescence au vitriol de l'enfance volée, envolée derrière les vitres et les volets fermés. Les vicieuses vipères vénéneuses viriles, le voisin qui voit et qui attend, vomir la peur du vilain rêve vécu et toutes ces larmes vertes et ravalées. Est-ce comme silence, salaud, serpent, la salissure muette qui souille et fait siffler les satires cyniques? Est-ce comme Swad, victime, coupable désignée, seule, assignée, interdite de bitume? Sur l'abîme des petites filles abîmées, il faudrait une armée de plumes pour refleurir tous ces mots étouffés, et avec le verbe victorieux et chéri, enjamber l'océan voluptueux où se reflète la vie. Elle comme liberté. Elle l'a espérée, désirée, arrachée. Elle y aspire, inspirée par l'après. Elle comme lumière. Lumière que l'on voit au bout du tunnel. Elle, celle que l'on allume le soir, quand on a peur dans le noir, peur des monstres de nos cauchemars. Elle comme livre. Ceux qui nous livrent la valise de soie de la bise, ceux qui nous font vivre, nous rendent ivres et libres. Libres. Elle comme libre. Elle comme femme. Elle que l'on tisse pour s'envoler vers cette liberté trop longtemps refusée. Elle que l'on coud à l'enfant pour la pousser vers l'avant maintenant. Corne de gazelle, souvenir d'enfance, que je consomme à outrance. Hélas, ce n'est pas elle qui me chambarde, c'est un autre, une autre. Je voudrais ne pas avoir à traverser tant, ni me battre contre moi-même, ni pleurer, ni alerter. Mes larmes sur mon exclusivité, une arme contre la réalité, c'est invisible, cette marque indestructible, ce choix de femme si jeune, la seule à savoir pourquoi ou pas. Pardonne-moi, qui que tu sois, vivant ou pas. Avec un baluchon de papier, parler au dieu de la guerre pour tisser les motifs qui déchirent. Sur la rampe du temps, on a lu la glissade nue de l'escargot, laissant sur son passage des brouillons de lettres. Est-il parvenu à enjamber la flaque, à franchir les barbelés, à fuir le reflet de l'enfer ? Je voulais juste rebondir sur une des questions parce que je n'étais pas complètement satisfaite par rapport à ta question sur pourquoi les femmes participent dans les patriarcats ou le patriarcat, pourquoi elles participent, c'est elles qui participent aussi à faire du mal. Et l'image qui m'est venue, c'est les pyramides d'Égypte, ou n'importe quelle
construction aussi fabuleuse quand on sait que ce sont des esclaves qui l'ont construite, même s'il y avait des architectes derrière, des penseurs et tout. Mais je ne sais pas combien de milliers de personnes, d'individus qui n'avaient pas le choix, sont morts en fabriquant les pyramides qu'on va visiter maintenant. On paye d'ailleurs pour pouvoir les visiter. Je ne sais pas si... Voilà l'image qui m'est venue par rapport à la question de pourquoi participer. Donc, la question, moi je me poserais plutôt la question de comment font-elles pour... comment fait-on pour ne pas se révolter? C'est la question qui me vient le plus à l'esprit. Bonjour à vous. Merci, bonjour. Moi, j'avais une question, c'était sur votre public. Je me demandais à quoi il ressemblait, enfin, quel était votre public. Vos lecteurs vivent-ils principalement en France ou ailleurs? Et comment votre œuvre est-elle reçue et lue en Algérie et en Tunisie, par exemple? Alors, le lectorat ne doit pas être très élargi pour une très simple raison, c'est la non-diffusion de l'œuvre. Ce ne sont pas des grandes maisons d'édition qui font que... si vous allez en Tunisie, par exemple, ou en Algérie, peut-être moins au Maroc, mais peut-être que c'est la même chose. Si vous regardez ce qu'on trouve en librairie, vous allez trouver pratiquement toujours le même genre de livre, la même diffusion, les mêmes diffuseurs, les mêmes maisons d'édition qui produisent énormément de livres. Parce que si on est obligé, pour pouvoir maintenir un certain prix, on est obligé d'en produire beaucoup. Et ce beaucoup fait que le trop-plein va aller dans les pays francophones, par exemple. Donc, vous allez voir partout la même chose. Dès ce qu'on appelle les grandes maisons d'édition, qui ne sont pas nécessairement les meilleures d'un point de vue qualité littéraire, ou découverte, ou nouveauté, ou renouvellement de l'écriture, etc. Donc, mes livres ne sont pas vendus ailleurs que... si, bon, ils sont vendus en Suisse, en Belgique, en France, oui, bien sûr, un peu à Montréal. Mais après, je ne suis pas très au courant de qui lit quoi. Il y a eu peut-être le fait que des universités s'emparent de mon œuvre pour en faire un objet d'étude ou de recherche ou d'invitation, qui a un peu diffusé, qui a contribué à la diffusion de mon écriture. Peut-être un peu les mouvements féministes qui font que ma poésie ou mes fictions circulent, mais je n'ai pas plus de précision que ça. Merci beaucoup. Merci. Moi, je vais parler de quelque chose qui est un peu en dehors des questions posées précédemment. Je vais faire un petit retour sur un événement dont quelques-uns parmi nous ont eu la chance d'assister. Donc, c'était une lecture de texte organisée par l'association Tamas, qui fait aussi un travail de promotion de la littérature maghrébine, et ce dans plusieurs langues. Et donc, vous étiez présente à cette lecture et vous avez pu lire quelques-uns de vos textes. Et donc, ça m'a mené à me poser la question, est-ce que vous avez déjà collaboré avec les auteurs qui étaient présents? Et si oui ou non, d'ailleurs, quelle importance vous donnez à la collaboration? Oui, alors l'association, la structure Tamas qui est tenue par une artiste new-yorkaise et son époux, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un intellectuel marocain, entre autres marocain, Omar Barada, s'occupe de faire rencontrer de la poésie arabe avec des traducteurs qui sont des poètes anglophones, soit américains ou anglophones en tout cas.
Donc ça, déjà, par exemple, tu parles de la soirée à la librairie anglophone à Paris, il y a un mois. Pour moi, la collaboration se fait, soit je suis traduite, donc là mes textes existent dans une anthologie, même si Omar Bradda il ne veut pas qu'on parle d'anthologie. C'est un livre où il y a les 3 langues avec de la poésie, soit traduite de l'arabe en anglais ou du français en anglais, du monde arabe vers donc, la lecture anglophone. Parmi les poètes présents, il n'y en a pas que j'ai traduit, mais moi-même, pour parler de collaboration, moi-même, j'ai proposé, j'ai publié une grosse anthologie, c'est mon anthologie, de la nouvelle poésie arabe que j'ai traduite de l'arabe vers le français, en faisant des choix qui, moi, me semblaient... je n'ai pas voulu faire une anthologie des plus beaux poèmes, mais de donner à voir et à lire et à connaître au public, au lectorat francophone, ce qui se produit actuellement en arabe. Et je n'ai pas, par exemple, eu envie de mettre des stars ou y mettre des voix de poètes qu'on connaît en France. Ce qui m'a intéressé, c'était d'abord de donner beaucoup la voix à des poètes, des poétesses, des femmes. Donc sur 94, pratiquement 94 voix, 63 sont des voix de femmes qui écrivent en arabe ou en français et que j'ai mis dans ce livre. Avec où je n'ai pas voulu mettre les choses, où j'ai pas voulu mettre un rangement par pays comme on fait d'habitude, mais j'ai préféré faire un rangement alphabétique parce que quasiment chacune et chacun des poètes traduits, pour beaucoup vivent à l'étranger comme moi, ne vivent pas là où ils sont nés, et c'est très compliqué de dire que telle personne est palestinienne ou syrienne, parce que c'est très compliqué par rapport à ça aussi. Donc j'ai préféré mettre par ordre alphabétique, et à la fin, si on s'intéresse à la biographie du poète ou de la poétesse traduit, on va voir où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il vit, et je n'avais pas envie de parler de nationalité. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, oui, donc la collaboration, voilà, je racontais tout à l'heure à Mounira que je vous invite à attendre et essayer de le lire, à le faire venir dans des bibliothèques, y compris la bibliothèque universitaire. Le livre sur lequel j'ai travaillé ces derniers temps, qui est la traduction d'un très beau roman d'une autrice tunisienne qui... Le livre sort fin août en même temps en Algérie, chez Balzar et chez Philippe Ray. Et ça parle des années 30 en Tunisie et des difficultés de s'entendre entre modernistes et traditionnalistes. Et c'est toutes les histoires de ce qui peut se passer dans cette société, la société tunisienne. Des années 30 jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, par exemple, ça, pour moi, c'est une collaboration parce qu'il a fallu que je rentre dans l'univers narratif de Emile Arnim et le roman est passionnant, est vraiment passionnant. Merci beaucoup pour votre réponse très claire et très détaillée. Merci. Je vais juste vous demander une dernière petite chose. Est-ce que vous pouvez me donner le titre de l'œuvre en question dont vous venez de parler ? C'est le désastre dans la maison des notaires. Super, merci beaucoup. Des notables, pardon, pas des notaires, excusez-moi. Voilà, le désastre de la maison des notables. Nazilat Dar al-Akabir, en arabe. Bonjour, parce que je crois que je ne vous ai pas particulièrement dit bonjour, du coup, on en profite. J'avais également une question sur la question des collaborations artistiques, tout ce genre de choses. La Nouvelle Pourpre a été mise en spectacle l'année passée, il me semble.
Comment s'est concrètement opérée cette transition entre un texte qui est fait pour être lu, qui est narrativisé, etc., à un texte beaucoup plus dramaturgique? En fait, il ne s'agit pas de la nouvelle pourpre. Pourpre, c'est l'intitulé de la pièce jouée par Isabelle Fruleux et imaginée par Isabelle Fruleux, mise en scène par Isabelle Fruleux. Et elle est sur scène avec une musicienne qui est Camilla Jubran. Et les deux, en fait, jouent... les deux sont censés être la narratrice des deux livres sur lesquels Isabelle Fruleux a parlé. Elle s'est inspirée, pardon. C'est J'aurais voulu être un escargot et la nouvelle pourpre, mais aussi Enjamber la flaque où se reflète l'enfer. Et tout ça, elle en a fait, elle s'est inspirée de tout ça pour faire sa pièce théâtrale, qu'on a vue d'ailleurs, qui est passée à Paris, en janvier 2023. C'était quoi la question? C'était comment s'est opérée du coup la transition d'un texte littéraire à un format dramaturgique. Voilà, c'est pas un texte, c'est plusieurs textes. Okay. Et ensuite, ça a été le travail de création d'Isabelle Fruleux et Camilla Jubran qui a chanté avec son luth sur scène en même temps. Okay. Merci beaucoup. Nous avons un professeur qui s'appelle Lionel Ruffel, qui est à peu près aussi brillant que direct. Et je posais la question parce que c'est un mot qui m'a questionné, c'est celui de francophonie. Je lui posais la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des termes francophones, qu'est-ce qu'il définit. Enfin, les frontières sont assez compliquées. Qu'est-ce qui signifie ce mot? Et sa réponse a été de dire colonialisme et son héritage. Point. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que c'est aussi tranché que vous pour ça? Donc francophonie, ça veut dire pour lui, donc c'est colonialisme et... Oui, en fait, je vais expliquer la généalogie un peu de cette question. C'est moi, je me demandais pourquoi est-ce que certains auteurs sont francophones et d'autres considérés comme littérature française. Par exemple, Albert Camus, vous le citiez, va être considéré comme littérature française. Là où d'autres auteurs qui ont grandi en Algérie vont être considérés comme littérature francophone. Il n'y a pas de différence spécialement dans l'expression, dans l'écriture. Parce qu'on imagine à l'origine que la langue française appartient aux Français. Et l'arabe, il appartient à qui? Aux gens de la Mecque. Donc ce serait aussi une question de colonialité par rapport à tous ceux qui maintenant parlent cette langue. Je comprends. Mais moi, je refute l'idée qu'on peut m'appeler francophone. Pourquoi pas? Pour moi, le français m'appartient. J'en ai rien à faire d'être française ou pas l'être, ou d'être née française ou pas. Il se trouve que je suis française aussi parce que j'ai été naturalisée. Mais ce qu'on appelle être naturalisée, c'est moche. Hein. Mais c'est partir de l'idée que le français, pour moi, on devrait parler de francophonie pour tous ceux qui parlent français et on oublie d'où ils viennent. On oublie qu'ils sont à l'origine plus français que d'autres, ou plus méritants, ou étant propriétaires d'une langue. Pour moi, une langue appartient à celui qui la parle et qui la maîtrise et qui peut en faire des choses. Il est francophone. Mais il se trouve quand je suis francophone, si je suis francophone, ça ne veut pas dire que ça veut dire aussi qu'à l'origine, c'est quelque chose, c'est une adoption, je suis une pièce rapportée dans cette langue. On continue, par exemple, à dire la langue de Molière, mais pourquoi on ne dirait pas la langue de Katoubiassine Il y a tellement de francophones. Pourquoi on ne dit pas la langue d'Aimé Césaire? Pourquoi on ne dit pas la langue d'Aimé Césaire? Il n'est pas assez blanc. Je veux dire, c'est ça, c'est de continuer à rester. Je pense que c'est bien de questionner tout ça, mais sans l'idée c'est les idées des identités et des appartenances. Vous voyez? Pour moi, Camus ou n'importe quel auteur à l'origine qui est franco-français et qui est que francophone et qui produit dans cette langue est francophone, tout simplement.
lui aussi est francophone. Je ne sais pas si ça répond à la question. Parce que souvent, on nous pose la question, pas seulement à moi, aux auteurs maghrébins ou... je ne sais pas si on le pose aux auteurs subsahariens. Pourquoi vous écrivez en français? Et donc moi, souvent, je réponds parce que c'est une boutade. Je dis pourquoi pas. Parce que j'ai envie de pousser la personne qui me pose la question à me dire, mais le français, c'est pas ta langue à toi. Pour moi, c'est ma langue. Si je la maîtrise depuis tellement longtemps que c'est ma langue. C'est ma langue de création aussi. C'est une langue du quotidien, comme l'arabe. J'aurais très bien pu écrire dans... voilà, c'est un hasard. C'est des hasards qui font que je n'écris pas en arabe. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, je me mettrai à l'écriture en arabe. C'est l'histoire de qu'est-ce qui appartient à qui. Le français n'appartient pas qu'aux Français. Comme il appartient à des milliers de personnes qui savent le parler. Et peut-être qu'on peut dépasser ça et ne plus dire francophone, et dire francophone, que francophone, ça veut dire tous les auditeurs de cette langue. Tout bêtement. Et dépasser l'idéologie qui est derrière. Et poser la question, par exemple, encore, pourquoi vous écrivez en français? Ben, si j'ai envie d'écrire en français, je veux dire... c'est quoi? Tu as envie de... Parce que la question qui est derrière, pour moi, hein, c'est ce que je comprends. Je ne sais pas, peut-être que d'autres comprendraient autre chose. C'est la question, ce serait dire, tu es censé être... Ta langue à toi, c'est soit l'arabe, ce qui n'est pas complètement... Ce n'est pas la seule réalité, parce que je viens d'un espace où il y a tous les parlers amazigh, les langues amazigh. Donc pourquoi ce serait l'arabe et pas l'amazigh, etc., etc. On peut aller très loin comme ça. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Selon vous, qu'est-ce qui crée ce décalage moral entre vous et des membres de votre famille ou de l'environnement dans lequel vous viviez durant votre enfance? Pensez-vous que l'analphabétisme a une part de responsabilité dans l'engrenage du patriarcat ou l'ignorance sur les violences commises contre les femmes? Qu'est-ce qui fait part de la culture de la soumission des femmes dans un monde d'hommes où elles se soumettent à l'autorité? Pensez-vous qu'il y a un changement dans votre pays d'origine? Est-ce devenu un refuge adéquat et sécuritaire à votre morale? Pensez-vous à l'espoir? C'est combien de questions? Est-ce que c'est possible est-ce qu'il te semble qu'une question pourrait les résumer toutes, s'il te plaît? Tu recommence avec la première, parce que la première, je ne l'ai pas comprise. Ok, selon vous, qu'est-ce qui crée ce décalage moral entre vous et des membres de votre famille ou de l'environnement dans lequel vous viviez durant votre enfance? Pensez-vous que l'analphabétisme a une part de responsabilité dans l'engrenage du patriarcat ou de l'ignorance? Excuse-moi, donc ça c'est la deuxième question? Ça c'est la première question. Donc la question elle est comme ça, ouais. D'accord. Mais moi je ne viens pas d'un milieu analphabète. Ouais. Donc je ne viens pas d'un milieu illettré ni analphabète. Ouais. C'est un milieu juste normal, quoi. À peine... qui sait lire et qui... Moi, j'ai été entourée de personnes qui lisent. Hein. Ma mère lisait, mon père lisait. On pouvait passer des siestes avec 40 ou 45 degrés à l'extérieur. On n'avait pas grand choix à l'époque que de lire, parce qu'il n'y avait pas de télé. La télé commençait à l'époque il n'y avait pas encore les paraboles. Mais moi, dans mon adolescence, je passais... Quand on avait le temps, on ne savait pas quoi faire, on lisait. Okay. On n'avait pas de téléphone, pas d'internet, il n'y avait pas beaucoup de choix, donc on lisait autour de moi. Okay. Excuse-moi parce que je te squeeze ta première question. Ah ok, donc là, qu'est-ce qui fait part de la culture de la soumission des femmes dans un monde d'hommes où ils se soumettent à l'autorité? Vous savez, excusez-moi, je vous arrête. La soumission des femmes. Ouais. Mais en fait, les hommes sont soumis aussi au même système. Ouais. Donc on peut parler de la soumission des individus à la volonté des groupes. Je pense que ça irait plus vite. Okay. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont soumises. Les hommes sont soumis aux mêmes règles. Et chacun paye une part du tribut de cette soumission. Les hommes, on leur demande aussi beaucoup. On leur demande d'être des hommes, avec une image de la virilité. On leur demande aussi beaucoup de choses.
Mais on leur demande aussi d'être une part. Ils doivent assumer, selon ce système, cette part d'opprimer ce qui est plus faible qu'eux socialement. Ça, c'est terrible. Ça veut dire que si vous avez un enfant, que vous voyez, je veux dire, un garçon, donc celui qui est prédéterminé par son genre, il est garçon ou fille, les petits garçons, ils sont adorables, pourquoi après ils peuvent se transformer en bourreaux et en monstres? C'est horrible. Donc on se dit, pourquoi ce petit qui vient de naître peut un jour devenir un bourreau? Pourquoi il va devenir un violeur? Pourquoi? C'est pas culturel. Enfin, si, c'est culturel, mais c'est social. Je veux dire, c'est pas inscrit dans les gènes. Donc pour moi, on est soumis, pas de la même manière, mais on est soumis au même système. C'est un système qui nous soumet. Toi, tu es un homme et toi, tu es une femme. Maintenant, vous allez comprendre quels sont les rôles qu'on attend de chacun de vous. Il y en a un qui... Et voilà. Ouais. C'est pour aller vite. Hein. Ouais, ouais. Juste, si vous n'êtes pas d'accord à ce que je dis, vous pouvez me le dire. Il n'y a pas de... Donc là, juste la dernière question. Pensez-vous qu'il y a eu un changement dans votre pays d'origine? Est-ce devenu un refuge adéquat et sécuritaire à votre morale? Pensez-vous à l'espoir? Est-ce que je pense qu'il y a eu des modifications, des changements dans mon pays d'origine? Mais bien sûr. Mais oui, bien sûr. Bon et mauvais, oui, ça va dans tous les sens. Ça suit ce qui se passe dans la planète. Maintenant, en plus, avec Internet, il y a des changements. Pratiquement beaucoup de gens vont vers les mêmes changements. Oui, oui, bien sûr. Oui. L'Algérie n'a pas arrêté de vivre parce que je suis partie. Hein. Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors on a vu certaines femmes nord-africaines n'ont pas le choix, elles doivent transmettre cette soumission. Vous avez parlé d'une soumission de l'homme et de la femme. Elles n'ont pas le choix. Moi, j'ose vous poser une question qui est un peu trop loin, qui me tracassait depuis des années. Est-ce que vous croyez que la laïcité pourrait changer quelque chose concernant cette soumission, ce choix et ce non-choix? C'est-à-dire, comment la laïcité, à votre avis? Pourquoi vous pensez à la laïcité? Parce qu'on a vu que la religion est dans la constitution algérienne, par exemple, et la loi, elle est du côté de l'homme. J'ai vu que certaines femmes mariées ne peuvent pas abandonner leur maison, parce que la loi, elle sera du côté du mari. Donc si elle sort, même si elle est tabassée, il y a plusieurs témoignages des femmes qui parlent d'être violentées par leur mari. Elles doivent rester à la maison parce que sinon, en fait, ça sera vu comme un abandon de leur maison. Et alors, mais pourquoi la laïcité? J'essaie de comprendre à quoi vous pensez exactement. Pourquoi la laïcité? Parce que vous pensez que c'est la religion? Je pose juste la question parce que par rapport à la polygamie, par exemple, elle est inscrite. Enfin, c'est un droit aujourd'hui. Si par exemple la laïcité est là, la polygamie elle sera pas là. Par exemple, c'est un exemple. Mais après, c'est une question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse, qui me tracasse toujours aujourd'hui. Oui, en fait, séparer les pouvoirs. Enfin, séparer que oui, bien sûr. Oui, le fait qu'on n'aille pas chercher... mais de toute façon, en même temps, les lois, par exemple, si on prend l'exemple de l'Algérie, les lois, elles sont aussi... cet esprit des lois, il existe un peu des lois napoléoniennes, donc qui ne sont pas non plus brillantes. Ok, alors on va enchaîner sur un segment un peu différent en termes de questions. Là, on va plutôt parler de la langue. Et donc... moi, j'ai envie de parler de quelques-unes de vos œuvres où vous avez, par exemple, dans J'aurais voulu être un escargot, vous avez mentionné Dieu, mais pas avec le nom français, avec le nom arabe. Ou dans Glisser nu dans la rampe du temps, sur la rampe du temps, pardon, on trouve des mots comme, pardonnez ma prononciation, Tabouna, Chipa, Ogra. Et donc, du coup, j'aimerais savoir... alors, attendez. Donc on a aussi vu qu'il y avait certains de vos textes, plusieurs même, qui paraissent dans des éditions bilingues en français et en arabe, comme par exemple Brouillon amoureux, ou Enjamber la flaque, ou Se reflète l'enfer. Et donc par rapport à tout ça, j'ai une première question, c'est comment est-ce que vous occupez vos langues, donc l'arabe et le français en l'occurrence, là, et est-ce que vous vous adressez différemment à plusieurs audiences à travers ces langues-là? C'est pas nécessairement parce que ça...
C'est-à-dire, pendant que j'écris, je ne suis pas tout le temps avec les personnes qui vont me lire. Je ne suis pas toujours assise avec des personnes mentalement. Je suis plus avec l'univers narratif. Et dans cet univers narratif, l'arabe arrive et il a sa place. Donc, pour moi, c'est normal que... Parce que ce mot-là, par exemple, pour dire... Vous avez donné l'exemple de Dieu quand je dis Rabbi, mais c'est parce que Rabbi, c'est un mot affectif aussi. C'est-à-dire que si je dis Rabbi, c'est pas comme quand je dis Dieu. Ça n'a pas la même signification, ça n'a pas la même résonance en moi. Parce que le mot Rabbi m'accompagne depuis plus longtemps que le mot Dieu. Donc il est là plus profond dans mon ressenti, dans mon émotion. Par exemple, si je dis le mot pour Tabouna, ça peut rester que Tabouna. Donc ce mot, je ne vais pas commencer à le traduire. Il y a un référent, donc on peut savoir ce que ça veut dire. Mais les mots ont un poids affectif qui sont importants dans la narration. Et je ne veux pas que ce soit complètement... en écrivant, le texte reflète les choses, comment elles me viennent dans ma tête. Et je n'ai pas nécessairement envie de le blanchir ou de le franciser. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est mon univers à moi. Et quand ça sort comme ça, je ne veux pas le réprimer. Je préfère le laisser sur la page tel qu'il s'est exprimé. D'accord. Dans le bilinguisme. En parlant de votre univers, du coup, parce que si j'ai bien compris, l'écriture de la langue, c'est plus une représentation personnelle un peu de vous-même. Quand il s'agit de transcrire cette représentation de vous-même, de la traduire, donc par exemple avec certaines personnes qui ont traduit vos œuvres en arabe, est-ce qu'il y a eu, par exemple, des erreurs de traduction, des choses intraduisibles, des choses qui, peut-être, vous n'auriez pas traduit de la même manière ? Oui, ça a été... Pour chaque traducteur ou traductrice, je les ai accompagnés. Une fois que le texte a été traduit, on a fait un travail ensemble, à distance, pour faire des suggestions. Alors là où ça doit être très difficile pour les personnes qui me traduisent, c'est le rythme. C'est le rythme de la langue. C'est que j'ai des phrases comme ça et j'ai du mal à ne pas retrouver ce rythme quand c'est traduit en arabe. En anglais, c'est plus compliqué pour moi. J'ai un livre qui est sorti aux États-Unis. Donc, il y a eu des choses où je pouvais encore avoir un peu un ressenti et en parler avec la poétesse américaine qui a traduit pour lui dire là, c'est trop long. Ça, c'est trop classique. Et je lui disais, dis-moi, est-ce que c'est trop classique ou est-ce que ça apparaît, voilà, est-ce que tu l'as bien entendu comme je l'ai écrit en français ? Donc, j'imagine que ça peut être pénible pour la personne qui me traduit que je la reprenne. En fait, je ne la reprends pas avec autorité. C'est dire, dis-moi, est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait l'alléger ou parce que j'ai comme l'impression que je n'entends pas la musicalité, que je n'entends pas l'esprit ou que je n'entends pas l'émotion. Et là, on peut souvent, ça marche, on arrive à faire ce travail à deux avec le ou la traductrice pour essayer d'être au plus proche du texte original, du texte comme je l'ai écrit en français. Alors, rebonjour. Moi, je voulais juste revenir sur la langue française dont on a un peu parlé tout à l'heure. Et je voulais savoir si, en Algérie, en Tunisie, ou dans les pays nord-africains où vous êtes publié, on vous reproche l'utilisation du français. Comment est perçue cette utilisation d'une langue venue de manière coloniale, quand même, à la base ? Voilà, c'était juste ça. Pas à ma connaissance. On s'est occupé de mes aînés. Je suis contente, ils sont passés avant moi. Si on me le dit, alors là, je répondrai comme j'ai répondu tout à l'heure, en disant c'est ce que je dis c'est ce que la narratrice dit dans J'aurais voulu être un escargot, quand elle s'adresse à son père, qui ne comprend pas qu'elle parle français, elle lui dit mais c'est ma langue.
c'est quelque chose d'affectif. Je veux dire, voilà, c'est... Bonjour, alors moi aussi j'ai une question. Alors dans un autre contexte que ce cours et l'étude de vos œuvres, j'ai lu une interview d'Édouard Louis qui disait quand j'ai commencé à écrire, on me faisait comprendre que la littérature ne devait jamais être trop explicite et même plutôt implicite. Puis ensuite il dit quand même, si on ne parle pas explicitement du monde, il est beaucoup plus dur de le changer. Donc en fait, lui voit dans l'explicitation une voie nouvelle pour la littérature, surtout quand on porte des enjeux politiques. Bon, il parle d'Annie Ernaux, de lui-même, etc. Mais ça m'intéresse par rapport à votre œuvre parce que vous écrivez dans un style qui est concis, qui est dense, qui est très précis sur le choix des mots, qui du coup laisse à la fois beaucoup de place au lecteur, à l'interprétation, sur les situations et les personnages, et un réseau de signification qui est très très étroit, donc qui n'est pas explicite en ce sens. Mais en même temps, le recueil Glisser nu sur la rampe du temps, il finit par la nouvelle Lila. Donc j'en dirai pas trop pour ceux qui l'auraient pas lu, mais elle relève un peu de l'explicitation, puisqu'à la fois elle donne son sens à la forme du recueil, et elle joue un peu un rôle de manifeste dans votre écriture. Donc ma question, ça serait comment vous vous situez par rapport à cette histoire de l'explicite, l'implicite, dans le style. Alors, la dernière nouvelle, pour vous, oui, Lila. Quel est le lien avec explicite et implicite dans la dernière nouvelle ? Tout le recueil, je trouve que le style d'écriture est très concis, très dense, et donc il est parfois... il faut relire, il faut s'interroger sur le choix de deux mots qui sont proches, etc. Donc c'est pas explicite, voilà, il y a un jeu avec le lecteur qui doit un peu démêler toutes les significations possibles. Mais vous êtes explicite à la fin du recueil parce que la dernière nouvelle éclaire beaucoup votre démarche, votre écriture. Et donc dans ce cas-là, le dernier récit, il est explicite pour vous ou il est implicite ? Non, il ne l'est pas entièrement en soi. Il y a toujours cette écriture qui est très concise et qu'il faut un peu démêler. Mais quand même, il explicite beaucoup de choses. Alors je ne sais pas si... Je vais essayer d'expliquer le fonctionnement de cet ensemble, de ce recueil. Le dernier récit, c'est le seul qui ne soit pas dans le maintenant, puisque je l'ai mis à l'époque de... À votre avis, vous avez vu qu'il était dans les Mille et une nuits. Voilà. Toutes les histoires parlent de l'Afrique du Nord. Ça se passe en Algérie. Et dans le dernier récit, je voulais donner à cet ensemble... Je voulais faire comment on appelle au cinéma, un hors-champ. J'ai fait un hors-champ des Mille et une nuits en faisant raconter, non pas... Donc il n'y a pas de... Il y a un narrateur, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Et en fait, la sultane qui raconte des histoires dans les Mille et une nuits, sur Mille et une nuits, toutes les histoires sont de la même région. Ça se passe soit dans cette région du monde, autour de Bagdad, les Indes, l'Afghanistan, etc. C'est cette région-là. D'accord ? Moi, je voulais raconter, comme si c'était raconté dans les Mille et une nuits, des histoires d'Afrique du Nord, mais ce n'est pas la sultane qui les raconte, parce qu'elle ne connaît pas la sultane ne connaît pas des histoires de cet endroit-là du monde. Et donc c'est le oud, le luth, qui va lui raconter des histoires qui vont se passer dans l'avenir. C'est un hors-champ des Mille et une nuits parce que c'était une manière de cultiver autrement la sultane. C'est que avant qu'elle ait à raconter ses histoires au sultan, à Shahriyar, Shahrazad, elle va avoir un certain type de sieste coquine avec une femme et avec la musique. Et c'est la musique et le luth qui vont lui raconter des histoires du futur qui sont les histoires de Beni Mezrannak, en fait l'Algérie. C'était ça l'idée. Le hors-champ, c'était comme les Mille et une nuits ont beaucoup travaillé
l'imagination et du cinéma et de la musique et de la littérature, il y a beaucoup d'histoires avec des gros clins d'œil à Scheherazade. Moi, je voulais que Scheherazade, elle ait une autre vie, complètement indépendante, et elle a des siestes avec une femme. Et c'est, bien sûr, tout ça n'est pas dit, c'est, comme vous dites, c'est l'implicite, parce que je ne voulais pas non plus tout dire. C'est aux lecteurs et aux lectrices d'imaginer ce qu'ils ont envie d'imaginer. S'ils ont envie d'imaginer que ce sont des belles après-midi entre deux femmes qui se passent autour de la culture, de la musique, et de raconter des histoires du futur, parce que c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, Camille, quand elle parle à la sultane, ou le luth, quand il lui parle, il lui dit, c'est grâce à vous, maintenant, que les femmes vont rester en vie. Mais dans l'avenir, dans quelques siècles, elles vont vivre des histoires comme ça. C'est dire que la difficulté, qu'elle est encore là, qu'elles ont encore un sabre au-dessus de la nuque. Et donc, l'idée, c'était de faire un Ourchan des Mille et une Nuits, sans nécessairement parler des Mille et une Nuits, mais on comprend, parce que le personnage ne s'appelle pas Scheherazade. Je dis sultane, mais je dis Shahra, parce que Shahra, c'est le diminutif en Algérie de Scheherazade. Donc souvent, les Scheherazade, on les appelle Shahra. Et du coup, vous m'avez introduit à ma question. Je voulais savoir, est-ce que la personne qui a fait ces dessins est là parmi nous? C'est vous? D'accord, merci. Et c'est censé être cette nouvelle? Les deux femmes, d'accord. Et donc, c'est très étonnant la représentation que vous faites de l'artiste, de celle qui joue le luth et qui chante. Est-ce que vous savez que vous l'avez modifié par rapport à ce qui a été dit? Parce que la sultane, quand elle arrive, c'est pas grave du tout. C'est comme ça que vous l'avez lu, en tout cas. Quand la sultane des Mille et une Nuits, elle arrive dans cet endroit qui est chaleureux et tout petit, etc. Elle voit des cheveux blancs. Et si vous voulez savoir qui est le personnage qui m'est venu pendant que j'écrivais, c'est Camilla Joubran, qu'on voit dans la place pourpre, avec des cheveux gris, complètement blancs quasiment. Et donc ces cheveux sont visibles. Ça m'a attirée quand j'ai vu ça, quand j'ai vu l'image. Je me suis dit, est-ce que ça vient de la nouvelle? Mais voilà, vous avez fait une interprétation de la nouvelle. Voilà. Alors, c'est pas grave du tout. J'avoue que c'est un dessin que j'ai fait assez intuitivement. Après, on en a discuté en classe, j'ai demandé de l'avis à certaines personnes. On avait discuté du fait que ce soit bien qu'il y en ait une qui soit voilée, l'autre pas. Après, il y a plein d'éléments qui m'ont échappé et plein d'idées qui n'étaient pas bonnes. Et voilà, en fait, c'était quelque chose que j'avais fait assez intuitivement. Je me suis retrouvée avec mon aquarelle et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et ma main, elle a un peu décidé pour moi. Donc j'avoue que je ne vais pas non plus être capable de... Non, mais si ça se trouve, c'est plutôt la sultane qui était légèrement voilée, mais pas la musicienne, c'est un autre univers. J'aurais dû faire l'inverse, alors. Non, c'est bien comme ça. C'est une inversion qui questionne. Autre question, c'est quelle est pour vous la couleur prédominante pour la salle? Est-ce qu'il n'y a que moi qui la vois ou est-ce que c'est vous qui voyez une couleur Est-ce que c'est bien le violet ou j'exagère? Si vous lisez bien Enjamber la flaque où se reflète l'enfer, ça a été quand l'éditrice française m'a envoyé la couverture, que je la vois sur ordinateur, et je lui dis, mais Auristel, c'est une couverture violette. Elle m'a dit oui. Je dis, mais enfin, Auristel, tout le texte tourne autour de l'incompréhension autour du mot violet. C'est pas du tout une critique, mais c'est rigolo que ça sorte. Chaque fois, non mais c'est bien. C'est une lecture. Alors j'ai une réponse par rapport à ça, si vous voulez. On en a beaucoup discuté.
À propos du dégradé, le violet ressort plus effectivement parce que j'avais repris les couleurs de toutes les nouvelles dans Glycémie sur la rampe du temps. Et en fait, les 2 dernières couleurs se rapprochent beaucoup du violet, donc on arrive sur des teintes très violettes, surtout avec le bleu qui ressort et le violet qui est une couleur qui est beaucoup plus foncée que les autres. Donc effectivement, en aquarelle, elle est plus ressortie et ça joue un peu du hasard. Et quant aux personnages, je les ai fait violets parce que j'aimais cette couleur. Et puis après, j'ai essayé de les changer en bleu, mais ça n'a pas très bien marché et l'impression n'a pas très bien rendu. Mais c'est inspiré aussi de la nouvelle Lila, au final, qui ça touche à cette couleur. Et en fait, au moment où j'ai fait ça, surtout, il faut le dire, je n'avais pas lu du tout l'œuvre qui touchait à cette couleur. J'avais lu uniquement Glycémie sur la rampe du temps, ce qui fait que je n'avais pas du tout la référence à cette couleur, qui est un hasard. D'accord. Alors, Lila, vous avez remarqué quelque chose. C'est pas Lila pour la couleur. Lila s'écrit avec un S. Et donc, ça a été une longue discussion avec et l'éditrice algérienne et les éditrices françaises. Parce que moi, j'y tenais. Parce que tous les noms sont les noms, les titres des récits sont des couleurs. Pourquoi ? Il y a 7 récits, donc 7 couleurs, et ce sont les couleurs. Parce que, est-ce que vous connaissez des confréries Gnawa ? Les confréries Gnawa chantent de la musique thérapeutique. C'est pour aller mieux, pour les personnes qui sont en difficulté mentale. Et donc, les Gnawa, comme tout ça se faisait sous la musique du luth de la dernière histoire. C'est la dernière histoire qui nous dit tout ça à la fin. Je ne voulais pas le mettre dès le début et être dans une structure trop classique. Donc, les Gnawa, quand ils font toute une nuit de musique thérapeutique, de transe, et quand on rentre en transe, vous pouvez me croire, si vous rentrez vraiment en transe, vous êtes calme pendant au moins 3 semaines. Parce que c'est très fatigant mentalement et physiquement. Ce qui fait que quand on arrive avec des difficultés mentales, une maladie mentale par exemple, je comprends que même en psychiatrie moderne, on pose la question dans ces sociétés-là aux patients, est-ce que vous croyez dans les marabouts, dans les gnawa, etc. Et si le malade y croit, on lui dit, est-ce que tu penses que ça te ferait du bien d'y aller pour rentrer en transe? Vas-y, parce que ça va faire du bien à la personne qui va sortir. C'est très fatigant de rentrer en transe et de suivre la musique. C'est une musique thérapeutique qui dure toute une nuit et il s'est complètement ritualisé, du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Tout est ritualisé autour aussi de 7 couleurs. Ce sont les couleurs des djinns aussi qu'on va faire sortir des tripes des personnes qui viennent pour rentrer en transe. Et il y a les 7 couleurs que j'ai mises là. Donc c'était conçu dans l'idée de l'utopie, et l'utopie avec une thérapie pour sortir des soucis, et donc d'où les couleurs. Sauf la dernière couleur, qui est lila. Et pas... Donc on entend lila pour la couleur, et si on ne fait pas attention, on se dit oui, c'est lila, mais on ne voit pas le S. C'est le S qui fait l'orthographe de la couleur. Mais lila, ça veut dire nuit. C'est les nuits des Gnawa. Les Gnawa, ils viennent faire une lila. Et c'est la lila qui se passe pendant la sieste. C'est la thérapie entre les 2 femmes qui se passe. Et il y en a une qui va raconter toutes les histoires du livre, du futur, mais dans un autre espace que l'espace des 1000 et nuits ne connaît pas. Mais ça, je n'ai pas besoin de tout raconter tout ça. Je vous le dis parce que vous m'avez invité, que c'est très sympa, je suis là et je vous le raconte. Mais on peut juste, si on connaît tous ces codes, on peut justement comprendre. Si vous avez lu « J'aurais voulu être un escargot », j'aurais voulu être un escargot et bourré de codes et de choses qui sont complètement cachées. Et on ne va pas toujours le comprendre. Parce que lila, j'ai voulu mettre la couleur violette, lila, parce qu'il se trouve aussi que c'est la couleur un peu de la militance lesbienne. Et ça, on rentre dedans, on ne rentre pas dedans. Mais si on ne l'a pas, ça ne va pas déranger la lecture. Vous voyez ce que je veux dire ?
Sarah, vous aviez une question ? Oui, justement, je voulais rebondir sur la question de l'homosexualité dans votre œuvre. Au début, je voulais en parler du point de vue de l'édition, de la censure. Est-ce que vous aviez été emmené à avoir des problèmes de ce point de vue-là par rapport à la représentation de l'homosexualité qui est très implicite dans le récit Lila, mais beaucoup plus quand même dans J'aurais voulu être un escargot, aussi où il se passe beaucoup de critiques sur la religion extrémiste de plus en plus dans le quartier de la narratrice, qui touche toute la ville, et aussi d'autres scènes plus explicites sur la sexualité en général qui entourent cette découverte du monde adulte pour la narratrice. Je me demandais déjà s'il y avait eu des problèmes à la publication de cette œuvre ou à la potentielle publication et diffusion de cette œuvre dans certains pays, notamment en Algérie ou en Tunisie, qui sont des... Alors, par rapport à cette question, je ne sais pas si c'est nécessairement ce sujet-là. En tout cas, 3 maisons d'édition m'ont répondu au début, quand je cherchais une maison d'édition pour J'aurais voulu être un escargot, qui était ma première publication, qui est sortie en 2011. Donc en 2010, quand je cherchais, moi je voulais que le livre sorte en Tunisie ou en Algérie. Et on m'a dit, il ne passera pas. On ne nous donnera pas le visa pour le publier, parce qu'il faut un visa. Nous n'aurons pas le visa, nous ne pouvons pas le publier en l'état. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, je pense que oui, ça a été... Parce que, en fait, par exemple, en Tunisie, mais c'est pas qu'en Tunisie. C'est-à-dire que si vous voulez parler d'un sujet tabou, comme l'homosexualité, c'est pour le condamner. Si vous ne le condamnez pas, c'est pas bien. C'est comme si vous en faisiez l'apologie. Et c'est interdit par la loi. Merci. C'est donc sur cette question que se conclut notre ensemble de questions qui a fini par partir un peu dans tous les sens et du coup c'était super. Merci vraiment pour vos réponses. Et pour conclure en beauté cette rencontre littéraire, nous avons la seconde partie du cadeau. J'ai dit qu'il serait en 2 parties. Mounia, tu peux y aller. Merci beaucoup. شمس العشية تصفار للغرب مالت للغرب مالت وتفجرت الأنهار في الأرض ساحت في الأرض ساحت وتخبلت الأزهار في الروض فاحت في الروض فاحت حرمت بك نعاسي يا ميرة الريام وبحت بك ناسي وصرت لك غلام وسال دمع كاسي عشت بلا طعام الوحش جار عليا وابعد عني الغيار
حين تصفر العشية نتفكر الديار. Bravo, merci beaucoup. Une très belle voix, merci beaucoup. Et belle interprétation.